Dans un contexte médiatique où la laïcité est quand même invoquée soit pour défendre une identité française, et là, sous-entendu, menacée par l'islam, soit pour défendre une liberté de conscience en revendiquant la diversité culturelle et religieuse de la France, multiculturelle, est-il vraiment possible de se former sur les applications concrètes du principe de laïcité en restant à distance de ces clivages partisans et politiciens? Autrement dit, quand vous abordez à travers un kit pédagogique une doctrine claire et univoque de la laïcité, est-ce que, quelque part, on le fait vraiment sans prendre parti dans le débat politique? C'est une très bonne question, mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut en rester à notre histoire et à notre droit. Et là, quand vous avez une formation comme celle-ci, le kit de formation, il ne se base que sur le droit, que sur quelque chose de très concret, de très solide, droit qui lui-même découle de notre histoire. Et effectivement, quand on applique cette laïcité, il faut se tenir à cette ligne juridique qui a un sens, qui ne vient pas de nulle part, comme je l'ai expliqué. Cette ligne, elle n'est pas, comment dirais-je, elle ne rentre pas dans le débat intellectuel qui peut y avoir, philosophique, sur des évolutions souhaitées par certains de la laïcité. Et si évolution il y a, ce sera au législateur de le décider, encore que le principe de laïcité est constitutionnel, et que le Conseil constitutionnel a quand même donné une définition complète, enfin quasi complète de la laïcité dans sa décision de 2013. Donc cette définition juridique, elle est assise sur quelque chose de solide. Elle n'est pas partisane. Elle a été tranchée à l'occasion de différents débats parlementaires, donc depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Et il faut simplement se baser là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Après, ça n'empêche pas un débat philosophique et intellectuel, parce que c'est la démocratie, pour éventuellement faire évoluer ce droit. Encore que je le rappelle, ce sera compliqué, vu que ce principe est constitutionnalisé. Voilà, je pense c'est pour ça qu'il faut effectivement rester sur des choses très carrées quand on parle de ces questions-là. Parce que sinon, on peut aller dans tous les sens et on peut effectivement l'appliquer dans des sens très différents. Mais il faut toujours avoir en tête que la laïcité, par définition même, et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler l'histoire, elle ne peut que rassembler. Si vous voyez une application de la laïcité qui divise, c'est qu'il y a un problème. La laïcité ne peut par définition que rassembler. Elle a été faite dans ce pays parce que justement, ceux qui ne pensaient pas comme la majorité, ou comme l'autorité, comme le roi, étaient persécutés. Elle a été faite pour garantir justement l'égalité, en droit, en devoir de tous, quelles que soient les convictions de chacun. Donc si on constate une application qui vise à diviser et à stigmatiser ou à exclure, c'est qu'il y a un problème. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le multiculturalisme, comme on l'appelle parfois, c'est-à-dire la différenciation selon ses appartenances propres et des droits différents selon ses appartenances propres. Puisque justement, la laïcité, dans le même sens, c'est l'égalité des droits et des devoirs. Donc il n'y a pas de distinction à faire. Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs. On ne peut pas s'accommoder de règles qui différeraient selon nos convictions, nos appartenances propres. On doit tous construire dans le même sens la même citoyenneté commune, donc en partant de ce même cadre commun qu'est la laïcité. Donc c'est cet équilibre qu'il faut rappeler. Et je crois que la laïcité est un formidable cadre pour cela, parce que c'est un équilibre formidable. On est un des pays les plus divers au monde, et ça fonctionne à peu près parce que justement, on a ce concept qui permet d'assurer l'égalité des droits et des devoirs, quelle que soit cette diversité, et même d'en faire une richesse. Je dis à peu près parce qu'en revanche, il y a des problèmes sociaux majeurs. Et c'est les problèmes sociaux ensuite qu'il faut traiter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la laïcité incantatoire de certains de nos élus, effectivement, parfois. Parce que ça ne marche pas, ça. Vous pouvez dire laïcité, laïcité, si derrière, vous ne mettez pas en œuvre les politiques publiques ambitieuses à mettre en œuvre pour assurer cette égalité de droits et de devoirs, la laïcité n'est qu'un mot. Et d'ailleurs, là, il faut bien comprendre que la laïcité, c'est un principe, mais que ce principe doit être respecté par l'État lui-même. Et pour qu'il soit respecté par l'État lui-même, il faut que l'État mette en œuvre les moyens nécessaires. S'il ne le fait pas, ça ne devient qu'un mot. Et voilà, et ça c'est toujours à rappeler systématiquement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais aussi du sentiment d'appartenance à la République. Si vous en avez qui ne se sentent pas français, c'est un vrai problème. Et du coup, ça va alimenter les replis communautaires.
et les contestations du modèle républicain et les provocations contre la République, qui sont évidemment inacceptables et qu'il faut condamner. Mais en amont, il faut aussi faire en sorte que tout le monde se sente français. Sinon, là non plus, on marche que sur une jambe, ça ne marchera pas non plus à long terme. Alors tout ça prend du temps, mais il faut le faire, et c'est pour ça que nous, on a voulu lancer ce type de formation, parce qu'il fallait le faire, même si ça va prendre un certain nombre de mois ou d'années. C'est majeur que tout le monde comprenne bien cet équilibre et l'intérêt de cet équilibre savant, qui est à notre sens remarquable et qui a été remarquablement établi en 1905. Donc moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que voilà, qu'il y a un petit peu aussi un fossé entre l'application justement de la laïcité. Alors moi, je vais parler des quartiers puisque je travaille sur les quartiers. Donc sur les quartiers et l'application réelle justement de la laïcité. Donc c'est comment faire justement pour que cette laïcité soit applicable partout et par tous. Qu'est-ce que vous entendez par fossé? Enfin, quelles sont ces différences pour avoir quelques exemples? Les différences, c'est par exemple arriver au Pôle emploi et demander à une personne d'enlever son voile. C'est qu'à la cantine, dire par exemple, les sans-ports, vous prenez cette table et les autres, voilà. Donc c'est déjà pointé du doigt. C'est également interdire voilà, une animatrice d'animer dans une école justement sur les valeurs de la République, justement en direction des enfants. Donc voilà, c'est une montée également de discrimination et de racisme dans les écoles parce qu'il y a un manque de mixité sociale. C'est justement parce que nous, on a constaté cette différence, puisqu'on est toutes les semaines, 3-4 fois par semaine sur le terrain. C'est justement parce qu'on a constaté les mêmes différences qu'on a voulu lancer ces plans de formation. Parce que là, dans ce que vous dites, vous relevez des mauvaises applications de la laïcité par certains agents publics, qui sont pourtant censés être les premiers gardiens de la laïcité et les premiers garants d'une bonne laïcité, enfin de la laïcité tout court. Donc c'est parce qu'on a constaté cette méconnaissance de la laïcité qu'on a voulu lancer ces formations. On est obligé de passer par là, ça prend du temps, mais on est obligé de le faire, et il faut le faire. Déjà, il fallait le faire, et c'est une bonne chose qu'on le fasse. Mais après, il y a d'autres questions qui vont au-delà de la formation des agents, qui relèvent, vous l'avez dit, en grande partie de la mixité sociale, que j'ai aussi évoqué tout à l'heure. Si vous n'avez pas de mixité sociale, vous allez avoir automatiquement un repli communautaire. C'est évident. Si vous laissez les gens qu'entre eux, ils restent qu'entre eux. Donc, et ils restent ensuite dans leur logique à eux. Donc évidemment qu'il faut multiplier les plans pour renforcer cette mixité sociale. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé un plan sur la mixité scolaire, parce que ça c'est majeur, puisqu'aujourd'hui vous avez de plus en plus de collectifs qui se montent dans les quartiers disant qu'ils en ont marre de subir le communautarisme. Et souvent ils disent on aimerait plus de têtes blondes, pour dire les choses clairement, parce qu'effectivement c'est complètement communautarisé. Donc la ministre en a parfaitement conscience, elle a lancé un plan là-dessus, mais là encore ça va prendre quelques années, parce qu'on sait les difficultés de mise en œuvre de ce type de plan. Et puis il y a aussi toutes les politiques de la ville qui doivent être accentuées. Je crois là encore que le ministre de la ville en a conscience, mais là encore ça prend du temps et ça demande des moyens. En tous les cas, nous, on a de cesse de rappeler l'État à ses responsabilités, pour notamment ne surtout pas lâcher sur les budgets alloués à toutes les structures d'insertion dans ces quartiers. Et malheureusement c'est compliqué, puisque beaucoup de ces budgets diminuent en raison des contraintes qui pèsent sur les collectivités locales. Mais l'État doit tout faire pour essayer de combler le déficit, mais c'est pas toujours facile. Ouais, je ne sais pas si ce que je vais dire est une question ou en tout cas un constat et qui amène probablement une réaction en fait. Moi, je partirais du principe que tout part de l'école et à l'école en fait. Et il me semble que de ce côté-là, le devoir de l'école n'est pas bien rempli en fait, parce que vous avez parlé vous avez cité des noms, mais qui sont des noms qui font partie de l'histoire de France. Vous avez parlé de Senghor, de Abdelkader et autres. C'est quand même de l'histoire de France. Or, cette histoire-là, elle n'est pas connue, en fait. Elle a été mise de côté, avec les bons et les bonnes et les mauvaises choses, en fait. Et là, il y a un gros problème. Et je pense que l'école ne joue plus son rôle. Parce que pourquoi il y a des Noirs et des Arabes ici? Les gens ne le savent pas. Les Blancs ne le savent pas. Les Noirs ne le savent pas non plus. Les gamins ne savent pas du tout. Moi, je le sais peut-être parce que je suis un peu plus... J'ai commencé à avoir des cheveux blancs.
Et donc, vous voyez, je sais cette histoire, je connais cette histoire. Et ce que je peux regretter, c'est qu'on n'apprenne pas cette histoire à tout le monde. Parce que des gens qui sont étrangers entre eux, alors qu'ils ont une histoire commune. Et ça, c'est grave. Et c'est grave, c'est dangereux, parce qu'on voit un peu toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Et ailleurs, quoi, en fait. Parce que quand il y a des Français qui vont ailleurs, qui font des choses, ben, c'est toujours la France, en fait. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, c'est sur ce que je peux appeler la laïcité oubliée. Parce que vous avez rappelé l'histoire, mais cette histoire n'est plus connue du tout. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Qu'est-ce que ça a apporté dans ce pays? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et en quoi la laïcité française ne sera jamais comme toutes les autres laïcités, comme tous les autres pays du monde? Ça, c'est clair. Et je pense qu'on ne l'affirme pas assez, parce que si on essaye de faire comme si on était des Anglais ou des Américains ou des je ne sais qui, on ne s'en sortira pas. Et il me semble que ça manque un peu d'approche. Et troisième point, pour aller rapidement, c'est l'interprétation des lois qui existent, qui sont bonnes et qui ne sont pas appliquées. Il me semble qu'il manque une fermeté dans l'application des lois. Et ça, c'est la représentation qu'il peut y avoir dans certains endroits où l'usager a le droit d'afficher ses convictions, mais que dans la pratique, il y a des nuances qui font que ça gêne aussi les gens qui sont là au service du public. Ben, je vous rejoins tout à fait. Là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les programmes scolaires, sans doute, ne parlent pas suffisamment et n'expliquent pas suffisamment cette diversité française, le fait que justement la France, il n'y a pas de Français type. Il n'y a pas de Français type qui serait blanc et catholique, par exemple. Ça n'existe pas, de par notre histoire, justement, de par l'étendue du territoire de la République française, tout simplement aussi, hein, puisqu'on est sur 5 continents, donc c'est pas possible. Et rien que ça n'est effectivement pas suffisamment expliqué. Et donc ceux qui sont issus de la diversité eux-mêmes, parfois ne savent pas pourquoi ils sont tout autant français que les autres, alors qu'ils le sont tout autant. Donc oui, c'est un vrai manque, vous avez raison, mais vous avez vu aussi les tensions que ça crée quand on parle d'évoquer certaines questions historiques. Hein. Vous avez tout de suite beaucoup d'intellectuels qui s'en offusquent, à tort je pense, parce que c'est une vision décliniste aussi de la France qui prévaut souvent dans le débat public. Et qui se fie. L'histoire à Nantes de la création du mémorial de l'esclavage est un bon exemple. Voilà, exactement. Et c'est quand même incroyable. On n'a plus le droit de parler de certaines choses de notre histoire. C'est quand même très inquiétant. Et puis en plus, c'est faux, factuellement. Il faut toujours rappeler à ces intellectuels que leur analyse est fausse là-dessus. La France, elle est comme ça, de fait. C'est faux de dire l'inverse. Et quand aussi on nous ramène souvent à la culture française qui serait forcément judéo-chrétienne, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par judéo-chrétienne, mais si on entend par judéo-chrétienne une unité culturelle qui serait forcément celle des chrétiens et des juifs pour la France, c'est tout à fait faux, puisque les juifs ont toujours été persécutés dans ce pays, de Philippe le Bel au régime de Vichy. Donc, il faudra qu'on me parle de cette unité culturelle avec les juifs. Et les chrétiens, n'en parlons pas, les protestants ont été persécutés largement dans les siècles précédant la Révolution française, puisque de 11% de la population, je crois qu'ils étaient, de 11% de la population, en 30 ans, ils sont arrivés à 2%. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à se souvenir. Et effectivement, il faut rappeler que non, la France, elle est de fait diverse. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place l'enseignement moral et civique qui revient sur cette laïcité et d'où elle vient. Mais là encore, ça prendra du temps. Parce que c'est le temps d'une génération, hein. Il faut que les enseignants soient formés et qu'ensuite les élèves soient formés à cet enseignement qui est tout nouveau. Puisqu'en plus de cet enseignement moral et civique, il y aura un parcours citoyen qui accompagnera les élèves du CP jusqu'à la terminale. Donc ça c'est très bien, mais évidemment ça va prendre du temps, mais il fallait le mettre en place. Ça n'avait pas été mis en place, il fallait le mettre en place. Et enfin, bien sûr qu'il faut être ferme sur l'application des lois. Évidemment que quand on est sûr, justement, quand on connaît parfaitement la bonne application de la laïcité, il ne faut pas hésiter à l'appliquer et il faut poser les limites. Hein. Comme je l'ai dit, on a le droit de manifester ses opinions. C'est la laïcité qui nous le garantit, mais toujours dans le respect de l'ordre public. On ne peut pas non plus perturber l'ordre public et aller contre les libertés d'autrui. Donc cet équilibre-là, eh bien, ce sont les agents publics qui en sont garants. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Cadenne, Florence Lacaze, Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire. Merci pour votre intervention de très grande qualité, bien merci. Sûr. La salle a déjà abordé la question de l'égalité républicaine, hein, puisqu'effectivement vous avez évoqué cette question de la nécessité de se reconnaître dans le récit national et
Et merci à l'État d'agir enfin sur ces questions, puisque la marche pour l'égalité, c'était il y a déjà une génération, et les descendants de migrants ont demandé déjà à l'époque cette reconnaissance dans la République, cette égalité républicaine. Donc il est enfin temps de s'y mettre, puisqu'effectivement, ça a été dit, c'est bien l'adéquation entre l'incarnation de ces valeurs de la République. Est-ce que véritablement la République tient ses promesses qui va permettre à la laïcité d'être reconnue comme principe de liberté. C'est évidemment cet élément-là aujourd'hui qui nous fait défaut très concrètement sur le terrain. Et la question de l'éducation nationale a été abordée. Évidemment, c'est un élément fondamental du vivre ensemble et de la construction de la citoyenneté pour chacun et chacune d'entre nous, parents, enfants, éducateurs. Et je voulais revenir, moi, sur une question qui nous est souvent posée lorsque nous animons ou formons des équipes à la question de la laïcité, c'est la neutralité des fonctionnaires. Puisqu'aujourd'hui, dans l'amplitude du débat sur ces questions, depuis la loi que vous avez citée, effectivement, que l'on appelle la loi sur le voile, même si ça n'est pas l'exactitude du terme, beaucoup de fonctionnaires, notamment d'enseignants et d'enseignantes, nous disent comment pouvons-nous traiter encore ces questions-là dans les classes alors qu'il y a cette obligation de neutralité. Est-ce que c'est une inadéquation? Est-ce que c'est toujours possible pour nous de continuer à jouer notre rôle éducatif, et des éducateurs aussi nous disent la même chose, de jouer ce rôle éducatif avec cette obligation de neutralité? Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur cette rôle éducatif pour parler de la laïcité, pour parler des faits religieux? Oui, pour parler de la laïcité. Et neutralité les concernant ou concernant neutralité les concernant. Voilà. Je le rejoins, cette question va évidemment, vous l'entendez, dans les interpellations souvent fortes qu'ont pu faire les parents, notamment sur le rôle et la fonction de l'école dans ces questions. Vous avez raison, c'est une question qui revient très souvent. Les enseignants sont en difficulté pour parler et débattre avec les élèves de tout ce qui est fait religieux, tout ce qui est laïcité. Et c'est pour ça qu'il faut là encore leur donner des outils qui soient objectifs. Il ne s'agit évidemment pas de rentrer dans une logique interprétative de la religion, des croyances, des convictions. Cette croyance, ça signifie que tu dois faire ceci, faire cela. Surtout pas. Et l'enseignant n'est pas là pour ça. Mais en revanche, il s'agit d'analyser les faits religieux comme des faits sociaux. Parce que de fait, les faits religieux influencent notre société. Et ont influencé l'évolution de l'histoire de notre société. Donc il faut les analyser comme tels, et la laïcité, il faut l'expliquer comme ce cadre commun, simplement comme un cadre commun qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et pour bien faire comprendre aux élèves que eux peuvent croire quelque chose, c'est pas à nous d'ailleurs d'apprendre ce qu'ils croient, mais que son collègue il peut croire autre chose, et qu'il en a parfaitement le droit, qu'ils peuvent même tous deux débattre de leurs croyances et s'opposer, que c'est pas grave, c'est un débat, et qu'ils peuvent eux-mêmes évoluer dans leurs croyances. Donc il faut faire prendre du recul, il faut que les élèves aient du recul et apprennent à prendre du recul sur leurs propres croyances ou convictions, et il faut finalement développer l'esprit critique. Et les faits religieux doivent être, eux, enseignés, je pense, enfin nous pensons à l'Observatoire, de façon transdisciplinaire, parce que de fait, ils ont une influence sur toutes les matières. Ils ont pu avoir une influence sur toutes les matières, dans les arts évidemment, dans la peinture, dans la littérature, la philosophie, dans l'histoire évidemment, il faut en parler de façon contextualisée, même dans les langues, etc. Donc il faut traiter de cette question de façon transdisciplinaire, toujours de façon contextualisée comme des faits sociaux. Et les enseignants ne sont pas là évidemment pour aller plus loin que cette approche qui est déjà très importante et qui est déjà pas facile, de contextualisation de ces faits religieux comme faits sociaux. Ils n'ont pas effectivement à aller au-delà et à faire part de leurs convictions propres et de leur analyse personnelle des faits religieux et des religions. Et de même pour la laïcité. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, là encore, avec le ministère de l'Éducation nationale, un magistère qui est en ligne depuis janvier dernier sur l'enseignement laïque des faits religieux, qui a été fait aussi en partenariat avec l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions, pour justement donner un maximum d'outils aux enseignants sur cette approche laïque et contextualisée des faits religieux.
Voilà, donc je pense, enfin, il est plutôt bien fait. Enfin, je trouve qu'il est bien fait. Ça se suit en une dizaine d'heures, et lorsqu'on a suivi ce parcours, je pense qu'on est apte à parler de ces questions-là en classe. Mais là encore, ça prendra du temps. Ça prendra le temps qu'il faut pour que les enseignants aient le temps de le suivre, ce magistère, et ensuite pour qu'ils puissent en parler au sein de leur classe. Et il ne faut pas hésiter aussi à multiplier les initiatives interactives. Il faut évidemment débattre avec les élèves de ces questions. Il ne faut pas se priver de le faire dès lors qu'on n'est pas dans une logique théologique et interprétative des religions.